Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal, à écouter notamment sur radioj.fr. Tout de suite, on rejoint Ilan Greisamer pour sa semaine politique israélienne. Bonjour Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis après-midi. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Et on démarre évidemment cet échange, Ilan, avec l'Ukraine. Un grand débat a lieu en ce moment en Israël sur la justesse de la position du gouvernement israélien. J'ai évoqué tout à l'heure dans le journal les déclarations à la fois de Ayelet Shaked, puis ce midi du Premier ministre Naftali Bennett. Oui, il y a un débat, un grand débat, peut-être pas au niveau de l'opinion en général, mais en tout cas entre les journalistes, les intellectuels, les universitaires qui se posent des questions. La position adoptée par Israël depuis le début des hostilités, on peut la définir comme une position modérée et mitigée, c'est-à-dire, pour employer le terme français, ménager la chèvre et le chou, garder de bonnes relations avec les Ukrainiens et avec les Russes, et, disons-le, ne pas trop s'engager. Alors, Israël, bien sûr, a voté la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU avec 140 autres pays, mais, par exemple, Israël avait refusé la demande des Américains de patronner la résolution de l'ONU. C'était il y a une dizaine de jours. Voilà, et on a l'impression que le gouvernement n'est pas très courageux, n'est pas très engagé. Bennett est très réservé, peut-être Lapid, le ministre des Affaires étrangères, un peu plus engagé, mais beaucoup pensent que nous sommes résolument dans le camp occidental avec les États-Unis, avec l'Union européenne, et que nous devrions manifester aussi comme État juif, disons une position beaucoup plus ferme aux côtés des Ukrainiens. Et c'est aussi visiblement ce qu'avaient demandé les Américains, en tout cas au début de l'invasion russe. Voilà, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont très importants pour Israël. C'est le principal soutien d'Israël. Les Russes, je dirais qu'on peut faire avec. Je ne crois pas que la relation avec la Russie soit en danger. Il ne faut pas qu'Israël apparaisse aux yeux des Occidentaux comme en retrait. Je donne un exemple. La demande des Ukrainiens, non pas de fournir des armes, bien sûr, Israël n'en fournirait pas, mais par exemple des équipements comme des casques, des gilets pare-balles que nous avons en grande quantité en Israël. Et c'est une demande qu'a réitéré tout à l'heure l'envoyé spécial en Israël de l'Ukraine, en évoquant un génocide à venir. Oui, enfin, bon, le génocide, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des demandes que refuse Israël. Or, beaucoup d'Israéliens pensent que c'est le moment de manifester la générosité et la solidarité à l'égard des Ukrainiens sans réserve. Mais le problème le plus urgent ces derniers jours, c'est cette question des réfugiés. Parce que, bien sûr, Israël accueille bras ouverts les Juifs ukrainiens et les Israéliens qui reviennent en Israël. Mais est-ce qu'Israël ne devrait pas faire beaucoup plus et de façon beaucoup plus généreuse à l'égard des Ukrainiens qui ne sont pas juifs? Or, je signale pour ceux qui ne savent pas que lorsqu'un réfugié ukrainien non juif arrive en Israël, il doit tout de suite déposer une caution de 10 000 shekels pour être sûr que quand les hostilités seront terminées, il repartira d'Israël. Bon, il y a beaucoup d'Israéliens qui trouvent que c'est exagéré. C'est pas le moment où on voit toutes ces images de réfugiés qui quittent l'Ukraine, de commencer à tergiverser sur quelle caution. Et je crois, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, Ilan Greisamer, que le ministre de la Diaspora la semaine dernière s'était publiquement opposé à cette exigence de caution, de dépôt de caution. Oui, tout à fait. Nachman Shai, le ministre en charge des relations avec la diaspora, trouve que cette caution est vraiment pas nécessaire. Et pas seulement lui, il y a d'autres ministres du gouvernement, en général de l'aile gauche du gouvernement, qui s'opposent à cela. Mais il y a une ministre intraitable, comme sur d'autres questions, qui est Ayelet Shaked,
la ministre de l'Intérieur israélienne. Alors voilà ce qu'elle dit justement. Justement, Ilan Grayzhammer, je voudrais vous faire réagir à ce qu'elle a dit tout à l'heure au micro de la radio Reshet Bet. L'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Certes, en tant qu'État occidental, nous accueillerons des réfugiés, mais dans les prochains jours, nous devrons formuler une politique ordonnée. Et puis elle mettait également en rapport, Ayelet Shaked, le nombre de personnes accueillies en Israël relativement à celui notamment en Grande-Bretagne, avec un décalage favorable, dit-elle, à l'État d'Israël. Bon, c'est inexact. C'est inexact. Nous voyons tous les images de pays qui sont loin d'être du niveau économique d'Israël, comme la Moldavie ou la Roumanie, par exemple, et surtout la Pologne, qui accueille vraiment des milliers et des milliers et des milliers de gens. Non, il ne s'agit pas, évidemment, de changer le fait qu'Israël est un État à majorité juive. Il s'agit d'accueillir pour un temps déterminé des réfugiés ukrainiens qui n'ont pas d'autre endroit où aller et de manifester notre générosité. Un État juif, ce n'est pas seulement un État qui accueille des juifs, c'est aussi un État qui manifeste son identité morale d'État juif. Et c'est là qu'on peut demander du gouvernement israélien qu'il fasse plus, voire même beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Alors les partisans, pour revenir aux questions géostratégiques et diplomatiques, les partisans d'une forme de réel politique mettent en avant à chaque fois, évidemment, quand il s'agit de déterminer et de réfléchir à la politique extérieure israélienne dans ce conflit-là, mettent en avant les formes de dépendance, ou en tout cas la relation très forte qui existe actuellement entre Israël et la Russie dans le dossier syrien. Dans quelle mesure cette question épineuse détermine également la ligne diplomatique israélienne dans ce dossier, et peut-être aussi à la fois conditionne et limite le champ d'action du gouvernement d'union nationale? Ilan Grayzhammer. Bon, je dirais que je ne comprends pas très bien cette position israélienne, cette position de mon pays, parce que finalement l'armée israélienne, l'aviation israélienne, est non seulement une des aviations les meilleures du monde, mais peut-être la meilleure du monde aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit les Russes ou les Syriens qui gênent beaucoup ces frappes israéliennes. Pour l'instant, nous n'avons aucune indication que M. Poutine est fâché sur Israël d'une façon ou d'une autre et veuille empêcher nos frappes. D'ailleurs, comme on le faisait remarquer dans votre bulletin d'information, ces jours-ci même, pratiquement tous les jours, Israël attaque les bases iraniennes et les transports iraniens en Syrie. Donc, je ne crois pas que ce soit un facteur déterminant ou qui doive déterminer la politique israélienne à l'égard de l'Ukraine. N'est-ce pas lié pourtant à la ligne que vous qualifiez tout à l'heure de médiane ou de modérée ces 10 derniers jours de l'État d'Israël? Oui, je crois que Israël cherche à garder de bonnes relations avec les Russes aussi, pas seulement pour la question syrienne, il y a aussi une très grande communauté juive en Russie. On ne peut pas oublier les Juifs de Russie. Et d'ailleurs, quand Bennett s'est rendu chez Poutine, je suis certain qu'ils ont parlé aussi de la situation des Juifs en Russie. Donc, il faut certainement garder de bonnes relations avec la Russie, mais beaucoup en Israël, beaucoup pensent qu'Israël devrait plus s'engager aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne. Par exemple, nous n'avons pris aucune sanction. Est-ce qu'Israël doit vraiment se distinguer des sanctions prises par le monde entier, par le monde occidental? Et là, c'est un grand point d'interrogation posé en Israël. Ilan Grayzhammer, un mot encore sur cette rencontre un peu surprise samedi en Russie entre Naftali Bennett et Vladimir Poutine. Quel est votre regard général sur cette rencontre? On a quelques éléments de discussion qui ont été communiqués. On dit qu'on a évidemment parlé de la situation en Ukraine, de la mise en place de couloirs humanitaires, notamment pour faire sortir des juifs ukrainiens pour leur permettre de réaliser leur alia, mais aussi de la question nucléaire iranienne. Qu'est-ce que vous retenez de cet échange qui a été suivi, je l'ajoute, d'une conversation téléphonique le lendemain entre les deux dirigeants? Bon, d'abord, je pense que nous tous pouvons adopter la position que toutes les tentatives
d'obtenir un cessez-le-feu, de soulager vraiment les souffrances des Ukrainiens actuellement. Toute tentative est vraiment bénie et nous sommes pour. Et dans ce sens, si le voyage de Naftali Bennett, nous allons le voir dans les prochains jours, donne un résultat, s'il est suivi, par exemple, on sait que le ministre des Affaires étrangères, Lapid, lui, se rend à Riga pour rencontrer le ministre américain. Si toutes ces tentatives israéliennes portent fruit, bien sûr qu'il faut s'en féliciter. Nous ne savons pas encore très bien de quoi ils ont discuté, quels seront les résultats, mais dans un sens, moi je suis de ceux qui pensent que c'est très bien que Bennett ait fait ce voyage et se pose comme un interlocuteur reconnu à la fois par les Russes et par les Ukrainiens. Alors sur le plan politique maintenant, Ilan Grayzhammer, cette semaine est aussi en Israël la dernière semaine de la session d'hiver de la Knesset. Il y a donc urgence à faire passer certains projets de loi pour le gouvernement. Oui, tout à fait. Dans une semaine, tout le monde part en vacances, enfin les députés. Ce sont les grandes vacances des députés. Donc il ne reste que quelques jours pour faire passer les projets phares de la coalition gouvernementale. Et il faut reconnaître que ça sera assez difficile. Je donne juste deux exemples. Oui. Et il y a la fameuse loi sur la citoyenneté, qui est une loi que justement Madame Ayelet Shaked défend mordicus, qui devrait passer. Mais la gauche de la coalition, le Parti travailliste et le Meretz s'opposent à cette loi. Donc peut-être passera-t-elle avec les voix de l'opposition, du Likoud ou du sionisme religieux. Mais en tout cas, ça ne sera pas facile. Mais je donne un autre exemple qui est la loi sur les conversions que Matan Kahana, le ministre des Cultes, veut faire passer. C'est une bonne loi, c'est une loi qui élargirait les possibilités de conversion dans le cadre de la halakha, bien sûr, par les rabbins locaux, par les rabbins des différentes villes israéliennes. Mais ce matin, le parti arabe de la coalition, le parti de Mansour Abbas, a dit « Non, nous, ces questions religieuses juives, nous ne voulons pas participer. » Or, s'ils ne participent pas, eh bien, ça ne passera pas. Il n'y a que 61 voix pour la coalition. Laissez-moi vous donner un dernier exemple. On vous écoute. Qui est l'exemple de la loi qui tient le plus à cœur au ministre de la Justice israélien, Guidon Saar. C'est cette loi qui vise à limiter le mandat d'un premier ministre israélien à 8 années et c'est tout. Évidemment, pas pour Binyamin Netanyahou, pas rétroactivement, mais à partir de la prochaine Knesset. Mais c'est une loi qui touche aux lois fondamentales et il faut 61 députés qui votent en faveur, 61 sur 120. Or, il y a déjà un député de l'opposition qui a le Covid et d'après les règles de la Knesset, eh bien, quelqu'un de la coalition va se mettre de côté et ne va pas voter. Donc, il n'y a plus que 60 voix et donc probablement ça ne marchera pas. Bon, ceci dit, ce n'est pas dramatique pour la coalition dans la mesure où lorsque la Knesset reprendra ses travaux de printemps, d'été, probablement ces lois seront remises sur le tapis. Mais enfin, disons que la coalition est assez branlante, pour employer un euphémisme. Merci beaucoup, Ilan Grayzhammer, pour cette analyse à retrouver évidemment en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à lundi. À bientôt.